Salut. Vous aussi, vous avez tout faux? Vous passez l'automne à vous ennuyer dans un bureau morose, l'hiver à traîner la grippe qu'on vous a refilée. C'est votre faute. Vous n'avez qu'à devenir nomade digital. Comme ça, vous pourrez répondre tranquillement à vos mails sur la plage. Vous transporterez votre bureau dans votre sac à dos et vous serez complètement libre. Le nomadisme numérique est en plein boom dans le monde. Désormais, il existe même des guides professionnels qui vous expliquent comment fonctionne la mobilité connectée. Alors ouvrez grand les oreilles si vous voulez échapper à la pluie verglaçante cet hiver. Plus on a de liberté, plus on en veut. Je n'ai encore jamais eu le sentiment d'en avoir trop. Que ce soit dans la vie quotidienne ou dans la vie professionnelle, je suis totalement libre. Je ne veux plus qu'on me dise ce que j'ai à faire. Tim, 35 ans, se sent libre, sans résidence fixe ni emploi salarié. Depuis 4 ans, il parcourt le monde entier, vit sans cesse dans de nouveaux lieux et travaille partout avec son ordinateur portable. C'est un nomade digital. Je suis à mon compte et je me suis organisé de telle manière que je peux exercer mon activité n'importe où. Je ne suis pas lié à un endroit pour travailler et gagner ma croûte. Tim a passé l'été à Berlin où il a un appartement en cas de besoin. Mais il ne reste jamais plus de quelques mois au même endroit. Architecte diplômé, il gagne sa vie en ligne. Il tient un blog, offre des services, écrit des livres et conseille les autres pour travailler en indépendant sur Internet, que l'on soit à Bangkok, comme maintenant, ou à Berlin. Je me souviens qu'un jour où j'étais assis au bord d'une piscine, dans un pays chaud, une touriste est venue me dire « Ça me fait de la peine de voir que vous devez travailler pendant les vacances. » J'ai pensé « Et moi, ça me fait de la peine de savoir que dans quelques jours, vous devrez rentrer chez vous. » Le virus du voyage s'est emparé aussi de Connie, 31 ans. Salut, c'est moi Connie, en direct de Bagan, la cité des temples en Birmanie. Salut, c'est moi Connie, en direct de Bangkok. Bon, maintenant, direction Hong Kong. Les nomades digitaux ne sont pas tout le temps en vacances, comme nous l'explique Connie sur Skype. Elle vit actuellement à Bali. La plupart des sites touristiques ne m'intéressent pas. Moi, je cherche des espaces de coworking agréables, des cafés sympas, des endroits qui servent de la nourriture végane, des cours de yoga, des plans pour apprendre rapidement la langue du pays et mieux m'intégrer. Je me moque de savoir où se trouve le temple le plus proche ou le meilleur spot pour faire du saut à l'élastique. Connie vante son style de vie sur son blog. Je vis dans le monde entier. Sur mon blog, je montre comment rencontrer des gens, voyager mieux, avoir une vie plus intense sans dépendre de personne. La jeune femme gagne sa vie en réalisant des projets sur le net et en proposant du coaching en ligne. Mais pour elle, l'épanouissement personnel passe avant tout. C'est le meilleur choix de vie qu'on puisse faire actuellement. On est complètement aux antipodes de la personne qui fait sa semaine de 40 heures et qui travaille toujours au même endroit pour un patron. Pour moi, c'est la vie la plus excitante qui puisse exister. Je ne peux pas en imaginer d'autre. Tout cela est possible parce que l'avion est devenu bon marché et qu'il est facile de réserver un billet. Oui, mais selon l'économiste Nico Pech, c'est un désastre écologique. À ses yeux, les nomades digitaux ont un mode de vie tout à fait discutable. Ils ne respectent pas l'environnement. Manifestement, ils ne se rendent pas compte que cette forme de mobilité et ces changements de lieu incessants provoquent un maximum de dégâts écologiques. Et tout ça uniquement parce qu'ils veulent s'épanouir et que ce qu'ils ont chez eux ne leur suffit pas. Une critique cinglante. Tim est conscient que c'est un privilège d'être un nomade digital avec un passeport allemand et de bons revenus. J'essaie de prendre l'avion le moins possible. Malgré tout, je le prends sûrement plus que la moyenne. Et ça me donne mauvaise conscience, je l'avoue. Ça ne l'empêche pas pour autant de continuer à voyager même s'il a réduit la cadence.
Désormais, il passe le plus clair de son temps à Berlin, à Bangkok ou à Saïgon. Même les nomades digitaux ont besoin de ports d'attache. Un port d'attache est un lieu où je retrouve des gens. C'est un endroit où je me sens bien parce qu'il y a des personnes qui m'attendent et qui viennent éventuellement me chercher à l'aéroport. Pour moi, c'est ça, se sentir chez soi. Tim finira peut-être un jour par se fixer quelque part. En tout cas, il ne l'exclut pas. Si vous n'avez pas encore fait vos valises et que vous êtes toujours devant votre écran, sachez que la seule nouveauté dans le nomadisme digital, c'est le digital. Les peuples itinérants existent depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que la patrie pour ces personnes qui se déplacent continuellement? La route? La caravane? La famille? La seule constante dans la vie des gens du voyage, ce sont les préjugés auxquels ils sont confrontés. Les Yéniches en Suisse en sont l'illustration. Ils se battent depuis des décennies pour être reconnus comme citoyens à part entière, même s'ils n'ont pas de résidence fixe et qu'ils n'en veulent pas. Notre reporter Esther les a suivis dans leur pérégrination. Partir à la rencontre des Yéniches n'est pas une mince affaire. On nous a dit qu'il y en avait toujours sur la place Escherwies à Zurich. Mais où peut-on camper ici? Sur un tout petit terrain vague. Les gens du voyage ont de moins en moins d'endroits où s'installer. Quand on était enfant, on campait à la lisière de la forêt, au bord des ruisseaux ou des rivières. On était un peu partout chez nous. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est obligé de vivre dans un ghetto. Vous aussi, vous avez grandi en forêt, Ricardo? Non, à mon époque, il n'y en avait plus. Vous êtes attaché à la forêt? Bien sûr. Quelques arbres, c'est tout ce qui reste de la forêt. Les jeunes comme Ricardo perpétuent malgré tout les traditions nomades. Sa compagne était sédentaire avant de le rencontrer. Véronica vit désormais sur la route et non plus en appartement. Femme au foyer, elle ne travaille plus à l'extérieur. En tant que Yéniche, on reste au campement pour s'occuper des travaux domestiques. On fait le ménage, on prépare à manger, on surveille les enfants. Mais ça me va très bien, je ne me plains pas. Ricardo gagne l'argent du ménage en tant que rémouleur. Il fait du porte-à-porte entre 6 et 10 heures par jour. En Suisse, on compte environ 30 000 Yéniches. Ce sont des citoyens comme les autres qui accomplissent leur service militaire et paient des impôts. Ils se sentent partout chez eux et voient la Suisse comme un grand balcon. On a le plus grand balcon du pays, la Suisse tout entière. La Suisse entière est leur patrie, du moins quand les sédentaires les acceptent. Les anciens se souviennent que l'association Enfants de la Grande Route séparait les jeunes Yéniches de leurs parents pour les sédentariser, et ce jusque dans les années 70. On ne voulait plus de tziganes en Suisse. On disait que la Suisse était un beau pays très propre et que ces gens n'avaient rien à y faire. Donc on a tenté de les éliminer. Pouvez-vous encore dire que la Suisse est votre patrie? Je dis que ma patrie, c'est ma caravane. En 1952, Ushi a été arrachée à sa mère Yéniche et placée dans un foyer. Dès la naissance, elle a été estampillée comme personne inférieure et inadaptée. Par le biais de l'éducation, nous espérons faire de cet enfant une personne aimable. Entre parenthèses, malgré tout, je ne veux pas me faire d'illusions. Je n'avais même pas 5 ans. C'est dégueulasse. Je ne peux pas le dire autrement. Plus personne n'avait d'espoir pour moi. Et ça me met en rogne de voir que ça me mine toujours autant aujourd'hui. Je préférerais oublier. Mais je pense qu'il est important d'informer les gens pour que ça ne se produise plus. Ushi s'engage pour la réhabilitation de toutes les victimes de la soi-disant opération d'aide aux enfants qui a détruit des centaines de familles yéniches. La Suisse est-elle votre patrie? C'est délicat de répondre à cette question. En fait, on m'a volé ma patrie. Même si, naturellement, il y a toujours des gens pour dire « elle n'a qu'à partir ». Le lendemain matin, à Zurich, les artisans partent au travail.
Nous ne sommes pas autorisés à les accompagner, car la clientèle ne doit pas savoir qu'ils sont yéniches. Les clients ne savent pas que nous sommes des gens du voyage. Ils nous laissent aller seuls dans leur entrepôt parce qu'ils nous font confiance. S'ils apprennent que nous sommes des gens du voyage, ils ne voudront plus de nous. Les préjugés ont la vie dure. Véronica et Ricardo sont pourtant typiquement suisses. Ils aiment l'ordre. Les parents dorment ici. Quand on vit dans un espace si restreint, il faut s'organiser. Et voici la chambre des enfants. Ce n'est pas grand, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais la journée, les femmes restent au campement avec les enfants. Alors quand il fait beau, ils sont dehors. Autrement, ils restent à l'intérieur pour jouer. Ces enfants ne connaîtront pas la vie libre en forêt. Bien souvent, les Suisses sédentaires refusent d'accueillir les gens du voyage dans leur commune. Mais leur domicile sur roue leur offre toujours suffisamment de liberté. La liberté, ils n'ont que ce mot-là à la bouche. La notion de patrie ou de chez-soi n'implique-t-elle pas justement que la liberté doit avoir des limites ? La clôture de jardin, la barrière ou encore la langue, la culture, la famille, enfin tout ce qui indique qu'on est ici chez soi et pas ailleurs. Nos statistiques parlent une langue sans équivoque. L'idée européenne de patrie n'est pas spécialement mobile. Voici les chiffres. Plus de 7 millions de citoyens de l'Union vivent dans un pays où ils ne sont pas nés. Au cours de leur existence, les Européens changent en moyenne 4 fois de lieu de résidence pour s'installer dans une autre ville ou un autre pays. La crise économique a encore accru leur mobilité. Mais il y a toujours un fossé entre le nord et le sud. Les Finlandais et les Suédois déménagent en moyenne 6 fois dans leur vie. Les Espagnols, eux, seulement 2 fois. L'Allemagne et la Grande-Bretagne sont les destinations préférées des candidats à l'exil. Et les Danois sont les plus enclins à travailler à l'étranger. 51% d'entre eux s'imaginent très bien vivre dans un autre pays. En France, ils sont 25% et seulement 11% en Allemagne. L'Italie est la lanterne rouge de l'Europe. Seuls 4% des habitants seraient prêts à quitter leur pays pour un emploi. Ce qui pousse la plupart des Européens à partir à l'étranger est l'espoir d'y trouver de meilleures conditions de vie et de travail. Ce qui les retient avant tout est l'attachement à la patrie. Moi, j'ai une vraie vie de patachon avec tous mes déménagements. Je suis originaire de la lande de Lüneburg, au sud de Hambourg, célèbre entre autres pour sa très belle bruyère. Mon truc pour me sentir bien partout, emporter un bout de chez moi dans mes valises. Et ce qui fonctionne pour la lande de Lüneburg fonctionne aussi pour la forêt noire. On l'emporte à New York avec soi et tout de suite on se sent bien. Sauf que là-bas on dit Black Forest. Mais bon, ça on peut quand même s'y habituer. New York. C'est ici qu'Ayana et Tobias Holler se sont rencontrés. Ils viennent tous deux de Bade du Sud, en Allemagne, et ont emporté leur patrie avec eux, un coin de forêt noire en plein Brooklyn. Ils proposent tarte flambée, pâtes à base de pommes de terre et bière badoise selon les recettes originales, des produits qui fleurent bon l'enfance. La patrie est autant une saveur qu'un sentiment. Mais je dirais que c'est surtout un sentiment. Ça m'évoque des souvenirs d'enfance en Bade du Sud. On n'a qu'une patrie. Même si on se sent super bien ici, ce ne sera jamais pour nous qu'un lieu de résidence. On peut élire domicile n'importe où dans le monde, mais une patrie, on n'en a qu'une. Des souvenirs d'enfance. Les coucous de la forêt noire ont été restaurés par la mère de Tobias. Sa femme, Ayana, elle, n'est venue qu'avec une valise. Le Black Forest Brooklyn n'est pas seulement une affaire commerciale, c'est aussi leur histoire personnelle. La seule chose que j'ai apportée, ce sont les albums de photos de famille. Pour moi, c'est vraiment sacré, irremplaçable.
Voici notre village d'origine, celui de nos ancêtres. J'ai grandi à Pfaffenweiler, une petite bourgade au sud de Fribourg. Ici, par exemple, on voit le club d'accordéon. Enfant, j'en ai moi-même joué. Pour nous, c'est très important d'avoir ces images accrochées ici. Ben, leur fils de 2 ans, doit lui aussi garder un lien avec ses origines. La petite famille passe donc tous ses étés à Fribourg et en Forêt-Noire. On va en mettre dans notre Forêt-Noire. Pour moi, maintenant, ça sent New York. Le Kirsch vient pourtant de Bade du Sud. Le propriétaire de la distillerie est un ancien camarade de classe. Bien sûr, il est déjà venu les voir à New York. Ça fait 1 an et demi que je suis allé à New York. Quand on revoit des amis qui vivent ailleurs et que par-dessus le marché, ils ont ouvert un restaurant qui sert des plats de la Forêt-Noire, on se retrouve chez soi, on se sent bien. Ça rappelle le pays, c'est un cadre familier. Pour l'instant, on est à New York. On rentrera peut-être un jour au pays. Mais c'est seulement en étant au loin qu'on comprend vraiment ce que la patrie signifie. Pour évoquer la Forêt-Noire, on ne peut pas faire l'impasse sur certains clichés. Voici notre logo qui représente Ayana avec le costume et le chapeau à pompons traditionnel. On s'est bien amusé à le créer. Bien sûr, Ayana ne s'habille pas et ne se balade pas comme ça normalement. Mais on trouvait ça drôle de mettre un peu d'ironie. Le chapeau à pompons, par exemple, c'est quelque chose que les Américains ne connaissent pas du tout. Donc c'est un cliché, et en même temps, ici, ce n'est pas aussi ringard qu'on pourrait le penser en Allemagne. Les Américains sont conquis. Certains viennent presque tous les jours au Black Forest Brooklyn. C'est un plat qui sent bon le feu de bois. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est délicieux. Avec les oignons, un régal. Je le mange avec une bière et je n'arrive même pas à prononcer le nom. Il parle de la tarte flambée, la fameuse Flammkuche, une spécialité du pays importée à New York et réinterprétée. Je crois qu'ici, on peut trouver des souvenirs du pays. C'est aussi pour ça qu'on a ouvert ce restaurant. Ça nous a beaucoup amusé de créer un coin de Forêt-Noire à New York. Tobias et Ayana veulent rester, et peut-être même ouvrir un 2e restaurant à Brooklyn, car le premier marche encore mieux que prévu. Et tout cela, alors qu'au départ, ils voulaient juste faire revivre quelques souvenirs d'enfance. Le coucou envahit Brooklyn. Mais ne cherche-t-on pas toujours à se convaincre qu'un déménagement est un choix délibéré? Dans les métropoles européennes notamment, le rouleau compresseur de la gentrification écrase tous ceux qui ne peuvent pas suivre la hausse des loyers. Même dans une ville bon marché comme Berlin, les prix de l'immobilier montent en flèche, bien qu'ils soient encore loin des niveaux atteints à Paris et à Londres. Alors que faire? À Londres, de plus en plus de gens vont à l'eau. Oh, pardon, sur l'eau. Le Regent's Canal, au nord de Londres, est à la mode depuis quelques années. C'est ici que des propriétaires de péniches, comme Patricia, ont élu domicile. Elle vient d'obtenir un emplacement dans le quartier recherché d'Islington. Elle a de la chance. Mais dans l'immédiat, elle doit remplir ses bidons d'eau, car les stations de remplissage comme celle-ci sont peu nombreuses. On apprend à ne pas gaspiller l'eau. Par exemple, pour prendre une douche, je dois attendre que l'eau soit chaude et cette eau, je la conserve pour faire ensuite la vaisselle. La vie sur le canal apporte son lot de changements. Patricia, enseignante de métier, s'est installée ici il y a 3 mois. Son nouveau chez-soi se compose d'une cuisine, d'une salle de bain et d'une chambre. Le tout dans 15 mètres carrés. Elle a déboursé environ 30 000 € pour sa péniche.
Mais elle n'a plus à verser chaque mois un loyer de 1 800 € pour un petit 2 pièces, comme avant. On ne pouvait plus se permettre de payer un loyer pareil. C'était trop cher. Et puis notre propriétaire ne faisait aucun travaux dans l'appartement. Il se contentait d'augmenter le loyer et d'empocher l'argent. Les loyers astronomiques poussent beaucoup de jeunes comme Patricia à vivre dans une péniche. Le marché de l'immobilier a explosé dans la capitale britannique. C'est ainsi que des millionnaires qui déboursent plusieurs millions pour leur villa voient arriver de nouveaux voisins non pas au bord de l'eau, mais sur l'eau. Des membres de la classe moyenne qui jettent l'ancre dans les plus beaux quartiers de Londres et qui n'auraient jamais les moyens d'y habiter autrement. Plus de 100 km de canaux sillonnent la ville. Ils ont été aménagés en grande partie au XVIIIe siècle pour améliorer le trafic de marchandises. Désormais, on y charrie des habitations. Mais la place commence à manquer sur les voies navigables. Nous avons enregistré un accroissement d'environ 60% au cours des 7 dernières années. Aujourd'hui, il y a près de 32 000 bateaux d'habitation dans tout le pays. Mais c'est surtout à Londres qu'ils sont de plus en plus nombreux, ce qui est sûrement lié au prix des loyers. Nous voyons de plus en plus de jeunes s'installer sur l'eau. Piloter un navire, mouiller, passer les écluses. Le manque de logement transforme des locataires lambda en capitaines. Et l'engouement pour les péniches crée de nouvelles activités économiques. Lee est architecte d'intérieur, spécialisé dans ce type de bateau. Car où peut-on avoir plus besoin d'un expert pour optimiser l'espace? Il nous montre son showroom. L'idée était de créer un habitat pratique et abordable dans le centre de Londres. Londres était notre cible principale et on a voulu montrer qu'on pouvait vivre sur un bateau sans être à l'étroit. Cette péniche ainsi aménagée est vendue 230 000 €. Les prix de l'immobilier augmentent, y compris sur l'eau. Et on peut s'attendre à ce que tôt ou tard, les habitants actuels soient chassés du canal, car ils n'auront plus les moyens d'y vivre. Là encore, ce n'est qu'une question de temps. Mais alors, comment peut-on faire? Peut-être qu'on devrait s'attacher encore moins à un endroit et ne plus vivre entre quatre murs. N'habiter ni sur l'eau, ni sur la terre ferme, mais sur les rails. C'est l'expérience que Léonie a voulu faire pendant 1 an. Je m'appelle Léonie, j'ai 23 ans, j'étudie les sciences des médias et la sociologie à Tübingen et je suis sans domicile. J'ai eu l'idée de prendre un abonnement de train illimité parce que ma mère habite à Berlin, ma grand-mère à Bielefeld, mon copain à Cologne et que j'ai des amis à Stuttgart, à Nuremberg et à Hambourg. Et puis j'avais des problèmes avec ma propriétaire à Stuttgart. Donc je ne voulais plus habiter là-bas. En fait, je me suis rendu compte que je ne voulais plus vivre nulle part et que ça pouvait être intéressant de prendre un abonnement de train. Voilà comment ça s'est fait. J'aimerais voir comment ça se passe quand on n'a pas de domicile pendant 1 an et qu'on ne peut pas fermer la porte pour que personne n'entre chez soi. Je voudrais savoir ce que ça fait de voyager à travers les forêts avec juste un sac à dos et de ne pas avoir de grands placards ni d'appartements spacieux. J'ai toujours beaucoup voyagé et je trouve la notion de chez soi très intéressante. Où est-ce chez soi ? Là où on grandit ou là d'où sortent les annonces du chef de train? Je dois dire que je me sens chez moi dans le train. Je fais ça depuis maintenant 3 mois et même s'il y a sans arrêt du mouvement et que ça bouge tout le temps, je me sens chez moi. Les réactions ont été très diverses. Ma mère a d'abord pensé que c'était une idée complètement folle, mais 2 minutes plus tard, elle m'a envoyé un SMS pour me dire que je tenais sûrement ça d'elle. Avec ma grand-mère, c'était un peu plus compliqué à expliquer, mais elle a trouvé ça normal et m'a dit que ça me conviendrait. En principe, je prends mes repas et ma douche chez les gens qui m'hébergent. Mais il m'est arrivé plusieurs fois de me laver les cheveux dans le train. Sur la ligne Stuttgart-Mannheim, c'était parfait pour le timing. Dernièrement, j'ai tenté une nouvelle expérience qui s'est super bien passée. Je suis partie de Tübingen et j'ai appelé une pizzeria à Stuttgart. Je leur ai demandé s'ils pouvaient me livrer une pizza sur le quai. Je leur ai donné le numéro de la voie et ça a marché. Malheureusement, le livreur est arrivé un peu trop tôt et la pizza était déjà un peu refroidie.
Je n'ai pas eu de tempête de neige vu qu'il n'a pas neigé. Je n'ai pas vraiment été touchée par les grèves parce que les trains continuent à circuler sur la ligne Cologne-Stuttgart, celle que j'empruntais le plus souvent. Récemment, j'ai eu une super expérience sur le trajet entre Cologne et Bielefeld. Quand on est parti de Cologne, le chef de train a dit « Bienvenue à bord de notre train à destination de Dresde. Aujourd'hui, il fait mauvais à l'extérieur, mais l'ambiance est bonne à l'intérieur. Bien sûr, vous pouvez apporter votre contribution. » Je suis allée le voir et j'ai discuté avec lui pendant 2 heures. Il était super sympa. C'était vraiment génial. Bref, jusqu'ici, tout se passe bien. Et je n'ai pas l'intention de m'arrêter de sitôt. Léonie vit dans les trains depuis maintenant 5 mois. Si vous voulez la suivre, vous pouvez consulter son blog « Wherever you go, there you are ». Vous pouvez aussi nous écrire pour nous dire comment vous définissez la patrie et si vous croyez qu'on peut la transporter avec soi. Moi, en tout cas, je suis content de connaître la mienne, à savoir l'Europe. Allez, salut. Chaque fois que j'ai le mal du pays, je passe un coup de fil à ma grand-mère. Et elle vient avec des plats du pays. Elle apporte un tas de produits surgelés. Donc oui, on peut emporter notre patrie avec nous.